Vous écoutez Arte Radio. Il n'y a pas très longtemps, j'ai passé toute une soirée à remonter le moral d'un de mes meilleurs amis qui venait de s'engueuler pour la énième fois avec son frère. Cette fois-ci, ça s'était passé au téléphone. Ils étaient en train d'organiser les 80 ans de leur père. À un moment, ils ont abordé la question du volume de merguez qu'il fallait prévoir pour le barbecue. Et j'ai pas réussi à comprendre exactement pourquoi. Ce détail technique a fait ressurgir de vieilles rancœurs, mais ressurgir en mode éruption volcanique, torrent de lave. Ça s'était terminé qu'il s'était raccroché au nez et que mon ami avait décidé qu'il irait pas à l'anniversaire de son père. Il en était à ramasser à la petite cuillère. Et en rentrant chez moi, je me suis fait la réflexion que j'en connaissais quand même une tripotée de gens embourbés comme ça dans des guérillas sans fin avec leurs frères ou leurs sœurs. J'en ai plein des exemples. Mais je ne peux pas trop donner de détails parce que tout ce monde, bien sûr, est trop à cran sur le sujet pour accepter d'en parler publiquement. De mon côté, je ne la ramène pas trop parce que j'ai le problème un peu inverse. Je ne m'engueule jamais avec mes deux sœurs. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. C'est pas normal, on s'aime beaucoup. Pourquoi, quand on a un truc en travers de la gorge, ça ne sort pas ? Or, les problèmes qui nous font souffrir, mais dont on n'arrive pas à parler, c'est souvent un bon point de départ pour un épisode. Pourquoi ça fait si mal de s'engueuler avec nos frères et sœurs ? Pourquoi ça fait si peur ? Pourquoi c'est difficile d'en parler ? Est-ce qu'on peut vraiment purger de vieilles querelles fossilisées ? À quoi ça sert ? Quand nous lâchera-t-on la grappe avec l'injonction familialiste à bien s'entendre ? Faut-il la dégommer ou y a-t-il des techniques pour recoller les morceaux à l'âge adulte ? Voilà. Rien que ça nous fait déjà un bon petit programme. Vivons heureux avant la fin du monde. On est mal. Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne chaque mois, si on y arrive. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Annabelle Brouard et produite par Arte Radio. Épisode 33. Frères et sœurs, ça se dispute. Est-ce l'enceinte de ma cité ou de la tienne, Romulus ? De notre cité, mon frère. Non, je ne partagerai jamais rien avec toi. Pour ne rien vous cacher, j'ai bien galéré quand je me suis lancée dans la fabrication de cet épisode, parce que, bizarrement, les fratries, ça a beau être une thématique qui a alimenté tout un tas d'histoires, de mythes, Abel et Caïn dans la Bible, Romulus et Rémus, les 4 filles du Dr March, les frères Karamazov ou même les sœurs Kardashian. How old am I? Stop. How old are you? Don't. Both of you. Okay, separate. No. Eh ben, c'est pas tellement un sujet qui préoccupe les sciences humaines ou les sciences sociales. J'ai trouvé très peu de publications récentes qui se coltinent la problématique. À part des guides éducatifs pour parents en galère et, au rayon féminisme, des essais sur la sororité. Mais c'est la sororité choisie. Les amitiés qui peuvent nous aider à s'émanciper et à péter le plafond de verre. Alors que moi, ce qui m'intéresse ici, ce sont les frères ou les sœurs de nos familles subies, ceux avec qui on est obligé de composer. Quelle voleuse! Ce sont mes perles! Rendez-moi tout de suite! Oh non! Oh, regardez! C'est ma ceinture! Elle m'a volé ma ceinture! Ça m'emmerde! Idiote! Je t'ai vu, tu l'as fait exprès! Heureusement, j'ai fini par trouver, en Belgique, une psychologue clinicienne, Stéphanie Axe, qui, elle, s'est carrément spécialisée dans les fratries. Elle y a même consacré un livre entier, à force de constater, dans ses consultations, à quel point de vieux dossiers mal réglés entre frères et sœurs bouffaient la vie de ses patients, encore à l'âge adulte. Souvent, les vécus à l'âge adulte qu'on entend autour de la fratrie, c'est de l'injustice. Mon frère, ma sœur étaient plus aimés, plus regardés ou plus valorisés. Il a reçu plus de mes parents, plus d'amour, plus de soins, plus de considération. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les écrits aussi autour de la fratrie.
tous ces bouquins qui sortent sur conflit, rivalité, jalousie, parce qu'on implique automatiquement qu'ils se disputent pour l'amour parental, ou pour les faveurs parentales, ou pour avoir plus de place auprès d'eux. Et ce qui est clair avec l'injustice, c'est que ça ne disparaît jamais spontanément. On voudrait penser que, en les mettant dans un petit coin, quelque part, ça va finir par disparaître. Mais en fait, ça se digère pas, ça reste enquisté. Guys, stop it! Dig your nails in me! You guys, stop! Courtney! Courtney! You guys, stop it! Don't do that to each other! Are you guys okay? What on earth? Donc, Stéphanie Axe a créé une consultation spéciale pour les fratries adultes en souffrance. Un peu comme une thérapie conjugale ou familiale, mais adaptée aux problématiques de l'adelphie. Et oui, adelphie, c'est le terme qu'on devrait utiliser au lieu de fratrie pour désigner sans distinction de genre les enfants issus de mêmes parents. Il paraît que ça vient du grec ancien delphus, qui veut dire utérus à la base. Quoi qu'il en soit, adelphie, fratrie ou sororie, l'idée de Stéphanie Axe, c'est que ce sont des relations qui valent la peine qu'on s'en occupe un peu mieux. Comme c'est le lien le plus long de notre existence, c'est une ressource. Et si c'est un lien qui fait souffrir, et malheureusement c'est encore souvent le cas, il est aussi le plus long de notre vie. Donc ça veut dire que c'est le lien qui nous fait souffrir le plus longtemps. Alors on peut se dire, oui, mais avec les frères et sœurs, il nous suffit de couper à l'âge adulte. Oui, si loin des yeux, loin du cœur fonctionnait, ce serait peut-être une solution, mais ça ne marche pas comme ça. Et quand on s'aperçoit à quel point, malgré la coupure, ou parfois à cause de la coupure, ce lien s'invite dans nos autres relations, c'est-à-dire dans notre couple, dans des relations professionnelles, ou dans notre parentalité et le lien entre nos enfants, peut-être si on soigne ce lien-là, ça veut dire qu'on soigne aussi d'autres liens qui comptent pour nous. Stéphanie Axe insiste beaucoup dans son livre sur cette dimension préventive. Elle utilise même une métaphore médicale. Si on ne traite pas les blessures que provoque la relation avec nos frères et sœurs, elle risque d'infecter d'autres relations. C'est intéressant, j'y avais jamais vraiment pensé comme ça. Et du coup, j'ai eu besoin qu'elle précise comment se propage l'infection d'une relation à l'autre. Par exemple, notre couple. Pourquoi elle dit qu'il peut se retrouver contaminé ? Parce que couple et fratrie, enfin adelphie, pour moi, c'est pas directement lié. Dans l'esprit collectif, tout ce qui est conjugal a beaucoup plus à faire à ce que nous avons construit dans l'enfance avec nos parents. L'attachement qu'on a eu avec nos parents, à l'Oedipe qu'on aurait connu dans l'enfance, enfin bon, à tous ces investissements primaires affectifs qu'on a eu avec nos parents. Et pourtant, quand on y pense un peu, la relation conjugale, on a beaucoup plus une configuration identique à celle que nous avions avec nos frères et sœurs qu'avec nos parents. Parce que la relation de fratrie, elle a ceci de particulier qu'elle est horizontale, c'est-à-dire que ce sont des membres d'une même génération. Donc, il n'y a pas de rapport ni d'autorité ni de dépendance. Mais dans le couple, c'est tout aussi vrai. La relation conjugale est donc une relation horizontale de pair à pair qui met les partenaires à égalité. Voilà, c'est ça le point de jonction que je ne voyais pas au départ entre couple et fratrie. L'horizontalité. C'est pas fini de débarrasser. Ça marche bien, je trouve, pour symboliser ce qu'on cherche tous à obtenir d'abord dans l'enfance avec nos frères et sœurs, en réclamant de cohabiter sans qu'il y ait de hiérarchie ou de favoritisme dans le débarrassage de la table ou l'argent de poche, mais aussi plus tard dans la vie quand on s'installe en couple. Oh, les filles, là! On ne peut pas forcément le reconnaître au début, aveuglés que nous sommes par l'amour, mais partager le même toit, tout décider à deux, sans que ce soit toujours le même qui récure le bac à douche ou qui décide où est-ce qu'on part en vacances, c'est aussi de l'horizontalité. Et ça reproduit aussi des rivalités. Par exemple, un couple conjugal, si c'est aussi un couple parental, donc c'est-à-dire s'ils ont des enfants, ils peuvent aussi être en rivalité, mais vis-à-vis des enfants.
qui est le préféré? Qui est le plus aimé? Est-ce qu'il y a un de nous deux qui est le plus investi? Et ça se joue avec des enfants en bas âge. Il va tout le temps vers sa mère. Il se confie ou elle se confie plus à l'un ou à l'autre. Une rivalité non dite, parce qu'ils se disent « si on est coparents, on ne peut pas être en rivalité, quoi. Ça se fait pas, enfin, c'est pas tout à fait avouable ». Et c'est là que interroger leur expérience de fratrie quand ils étaient enfants est toujours super éclairant. C'est comme si ça leur faisait dézoomer un peu ce qu'ils vivent aujourd'hui, et alors ça les replonge dans ce qu'a été la rivalité pour eux. Parfois, ça a été une rivalité extrêmement pénible, avec des disputes, des conflits, l'impression qu'il fallait se battre pour être vu, pour avoir sa place. Mais aussi, ce que je constate aussi assez fréquemment, c'est des rivalités qui n'ont pas pu se dire déjà dans l'enfance, qui n'étaient pas très acceptées non plus dans la famille et par les parents. Il fallait bien s'entendre, il fallait écraser un peu des sentiments de rivalité, faire comme si on ne les avait pas. Et pour certains, préférer l'évitement ou s'éclipser. Certains parents peuvent dire « moi, j'ai appris qu'il valait mieux se retirer de cette compétition, donc j'ai préféré laisser l'autre gérer ». Ça aussi, ça peut se retrouver dans un couple parental, parce que parfois les deux sont en rivalité et en lutte active, et puis parfois l'un des deux se dit, avec son expérience, « ok, moi je vais investir d'autres choses, je vais investir ma carrière, je vais investir l'extérieur, et je laisse les enfants à l'autre parent ». Et quand on amène cette question en thérapie, c'est vraiment souvent très intéressant, et puis ça ouvre. Intéressant. J'espère que ça n'ouvre pas surtout un boulevard aux pères démissionnaires qui pourraient nous expliquer avec ça qu'ils préfèrent ne pas changer les couches et rentrer à 21h du boulot parce qu'ils ont un traumatisme avec la rivalité. Et donc, j'ai demandé à Stéphanie Ax quel effet thérapeutique positif elle observe sur les couples quand les patients ressortent leurs histoires de fratrie de sous le tapis. Qu'est-ce que ça débloque chez eux? En quoi ça les aide tant que ça? Le plus vite possible. Et elle m'a raconté un cas clinique qu'elle a rencontré récemment. Une dame dans un couple, lorsqu'on évoque la rivalité, l'expérience de fratrie dans son enfance, elle évoque le fait d'avoir été donc dans la même école que sa sœur aînée qui était brillante. Tous les professeurs disaient « Ah, donc tu es la sœur de... Ah, élève très brillante » et qui, en plus, physiquement, semblait, aux yeux de la patiente, assez parfaite. Et donc, la souffrance de cette personne d'être la deuxième qui avait des résultats tout à fait corrects, mais moins flamboyants que ceux de sa sœur, et qui, à ses yeux à elle, avait aussi un physique moins flamboyant, l'a totalement inhibée. Et donc, à partir de ses 14 ou 15 ans, elle a demandé à changer d'école pour éviter tout à fait cette rivalité qui la faisait souffrir. Et c'est réévoqué aujourd'hui parce qu'elle se trouve dans une situation de couple où son mari, récemment, a développé une relation de proximité avec une de ses collègues. Et c'est à cette occasion qu'il y a une souffrance immense qui lui est remontée. Elle ne peut pas supporter l'idée qu'il ait une relation de proximité avec cette collègue. Et c'est en interrogeant son expérience de fratrie qu'on peut faire aussi ressortir tous les enjeux qui reviennent et aider aussi le partenaire. La souffrance est en partie liée à lui, mais pas seulement. Il apprend que revient chez elle tout ce qui a été enfoui comme blessure non cicatrisée, ou pour elle, sa seule pensée lorsqu'elle est en rivalité, c'est « je suis moins bien, la bataille est perdue d'avance ». Je dois quitter le terrain. Et donc, vis-à-vis de son couple, elle était en train de réfléchir à une séparation parce qu'elle partait perdante. J'avais 12 ans et ma sœur 7 ans. On était en vacances d'été. Mes parents nous avaient donné à chacune un peu d'argent de poche pour le séjour. On décide d'aller à la mer pour la journée et je cherche mon porte-monnaie parce que je voulais m'acheter des glaces. Je regarde dedans et puis je vois que j'ai plus mon argent. Directement, j'accuse ma sœur parce que je sais que auparavant, elle m'avait déjà pris du maquillage ou des petites babioles qu'elle avait envie de piquer, qu'elle avait envie d'avoir. Je lui dis « mais qu'est-ce que t'as fait de cet argent ?»
Elle me regarde dans les yeux, elle me dit « Leïli, je te promets, j'ai pas pris ton argent, vraiment, je te jure, c'est pas moi. » Elle finit même par pleurer en disant « Mais pourquoi vous me croyez pas et tout, je vous dis la vérité, vraiment. » Elle me fait un peu douter, mais d'un autre côté, je me dis c'est une très bonne actrice quand même pour pouvoir pleurer. Quand même, elle arrive à me jurer, moi à sa sœur, et ne pas avouer directement que c'est elle qui l'a pris. Au bout de longues discussions, elle finit par dire « D'accord, c'est moi. » Je l'ai cachée dehors. Elle a creusé un petit trou devant la maison dans le passage. Elle a mis l'argent, elle a recouvert avec un peu de sable. Je me sens un peu trahie et je suis aussi déçue parce que c'est ce à quoi je m'attendais. À chaque fin de dispute, je lui dis « Bon, tu arrêtes vraiment parce que je te jure que ça va me faire perdre confiance en toi pour de vrai. » Et puis elle me dit « Oui, t'inquiète pas, vraiment, promis. » Et à chaque fois, elle recommence. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol sol ré do. Avec ma collaboratrice Mina Souchon, qui m'aide à préparer les émissions, on a organisé un atelier d'expression orale dans une classe de 3e pour trouver d'autres témoignages d'enfance. Et ce qui m'a frappé dans les histoires qu'on a récoltées, c'est leur côté à la fois très terre-à-terre et très violent. On a eu de sombres affaires de pipi versées en cachette dans le gel douche parfumé d'une grande sœur, des crottes de cochon d'Inde planquées dans un bol de miel pops, des envies secrètes de jeter à la poubelle un petit frère qui vient de rentrer de la maternité, classique, ou de mystérieuses disparitions. Un soir, je rentre de l'école. Quand je rentre des cours, la première chose que je fais, c'est un câlin à mon chat parce que ça me réconforte, etc. Et je vois qu'il n'est pas là. Sur le coup, je ne m'inquiète pas tant que ça. Parce qu'il a l'habitude de se balader, que ça soit dehors ou il se cache tout le temps. Et à ce moment-là, je demande à mon frère « Il est où, Léo ? Franchement, je ne l'ai pas vu. » Il fait « Non, il doit être dehors comme d'habitude. » Je commence à m'inquiéter quand même parce que j'aime pas qu'il passe la nuit dehors. Et le lendemain matin, je cherche mon chat qui n'était toujours pas rentré. Je me dis qu'il faut mettre des mots sur les panneaux ou trouver des stratégies pour essayer de retrouver mon chat. Je commence à faire des fausses affiches. Je commence à écrire « Retrouvez mon chat, s'il vous plaît » avec des dessins super mal faits. Franchement, je sais pas comment je pensais que j'allais réussir à le retrouver comme ça. Et 2 jours se sont écoulés sans que je retrouve mon chat. Mon frère, comme à son habitude, il reste dans sa chambre sur ses jeux vidéo et il est coupé du monde, il s'en fiche complètement. Désespérée, je m'assois sur son lit et je me dis c'est bon, mon chat il est mort. Et derrière moi, j'entends des petits grattages sur la porte métallique de son placard coulissant. J'ouvre le placard, j'ai vu mon chat tout seul dans le placard avec un bol rempli d'eau de javel. J'ai une haine qui monte envers mon frère. Je me dis mais c'est pas possible, il va tout me gâcher dans ma vie, même mon chat il me le kidnappe. Vraiment, j'étais hors de moi. Sérieusement, pourquoi mon chat était dans ton placard avec un bol rempli d'eau de javel ? Et là, il me regarde et tout, mais il avait pas l'air si inquiet que ça. Et il me fait, tu sais, on sait jamais, le chat, il peut peut-être devenir albinos si on lui met de l'eau de javel. Franchement, quand je me remémore cette histoire, ça me fait assez flipper dans le sens où j'ai peur de ce qu'il peut faire. Depuis qu'il est né, il a tout fait pour me contredire, m'embêter, etc. Chez moi, c'est pas l'île enchantée non plus. Quand j'entends un matin sur 2 les horreurs que mes 2 filles sont capables de s'envoyer à la figure juste pour savoir laquelle prendra sa douche en premier, j'ai toujours peur que ça finisse par laisser des traces indélébiles entre elles. Et qu'à force, dans 20 ans, on soit pas foutus de passer plus de 4 heures tous ensemble en famille. Tu me soupçonnes parce que tu me détestes, n'est-ce pas ? Non, tu m'es indifférente. Ah, vous l'entendez ? Augustine, ma chérie, calme-toi. Mais oui, c'est ça, maman. Donne raison à Gabi. Calomnie pas les gens sans preuve, c'est pas bien, tante Augustine. Mais laisse-la dire, ma chérie. Ta tante est dévorée de haine et de jalousie à mon égard. Mais c'est normal. Je suis belle et riche, alors qu'elle est laide et pauvre. Or, d'après Stéphanie Axe, ce genre d'anxiété maternelle n'arrangera rien. Au contraire, il vaut mieux respirer un bon petit coup en ventral et essayer de comprendre à quoi ça leur sert de se crêper le chignon. Non, stop. On aurait tort de connoter la rivalité comme quelque chose qui est délétère et qu'il faut empêcher. Au contraire. Mais je rêve ou quoi ? Ça doit faire partie de la palette d'apprentissage qu'un enfant doit faire dans l'enfance. Mais c'est la base, ça. Tu touches rien.
Parce que j'entends souvent des personnes qui me disent « Oui, quand même, il y a beaucoup de disputes entre les frères et sœurs. Hein. » Il y a beaucoup de disputes, oui, mais ce sont les seules personnes de notre vie avec qui nous devons tout partager. La chambre, la salle de bain, les vêtements, que sais-je. Les amitiés aussi, par exemple, hein, des frères et sœurs qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans d'écart. Il y a une multitude de points de rivalité, mais qui n'est pas forcément négative. Hein. Est-ce que tu peux partir, s'il te plaît? J'abuse de mon pouvoir sur elle. C'est moche, je sais. Mais pendant les disputes, je sais que j'ai un vocabulaire un peu plus développé qu'elle. J'arrive à garder le dessus sur beaucoup de choses. En plus, j'arrive à être méchante. Donc, quand je le suis, je sais que j'abuse par rapport à elle, son niveau de vocabulaire. Donc, il faut que je sois moins dominante par rapport à elle. Et elle le prend mal. Elle me dit des choses méchantes, mais un peu enfantines à la fois. Et t'es trop chiante, tu me saoules, tais-toi, barre-toi. Elle est très très vulgaire pour son âge. Mais je pense qu'elle tient ça de moi aussi. La rivalité, c'est vraiment une opportunité d'apprendre des choses sur soi, et notamment dans la façon de se mesurer à l'autre, autour des stratégies. C'est-à-dire, si je me défends par la force physique ou par des mots, tiens, ça produit telle chose sur mon alter ego, et puis ensuite, il a un feedback. L'autre va proposer une autre stratégie dans cette compétition. On va apprendre dans la fratrie, on va tester des choses. C'est vraiment un laboratoire. Je dirais que ma petite sœur m'idéalise beaucoup trop parce que je ne suis pas la personne qu'elle pense que je suis. Elle me voit comme sa grande sœur, donc elle a envie de me ressembler. Et moi, si j'avais une grande sœur, je ferais pareil. Vraiment, quand je me coupe les cheveux, elle se coupe les cheveux aussi. C'est à un degré qui est, je trouve, too much. Moi, ça m'énerve beaucoup trop, donc je lui fais remarquer et je suis méchante avec elle. C'est essentiel pour un enfant d'apprendre des stratégies que l'on va réexpérimenter ou reproduire à l'extérieur, dans des relations amicales, dans des relations à l'école. Donc la rivalité, l'agressivité, le conflit, tout ça, ce sont vraiment des apprentissages qui vont être utiles. Donc les parents ne doivent pas essayer de gommer ça. C'est plutôt quand elle est bloquée qu'elle pose des difficultés pour la suite, parce que à l'âge adulte, traverser une vie sans conflit, c'est quand même compliqué. Et donc, quand va surgir un conflit, comment va-t-on faire si on n'a pas appris à garder pour soi de la colère? C'est ça que les enfants qui n'ont pas pu se disputer ont intériorisé, c'est l'idée que le conflit est très dangereux. It's not like that at all. Par crainte de la rupture, étouffer le conflit finit par mener à la rupture entre ses enfants. Ça, c'est le genre d'interprétation qui me vexe toujours un peu quand je vais chez le psy. À ma dernière séance, par exemple, je me suis retrouvée à chialer sur le divan, mais comme un veau, en ressortant une pauvre anecdote qui datait de mon CE2. Un soir où, avec ma sœur aînée, on était rentrés de l'école avec nos bulletins trimestriels. Elle s'était fait souffler dans les bronches bien comme il faut par les parents, parce que, sur son appréciation, il y avait encore marqué « est toujours dans la lune ». Alors que moi, pour une fois, j'avais réussi à ramener les encouragements. Et je peux vous dire qu'avec cette bitch de Madame Sagnol, ma maîtresse, ça n'avait pas été du gâteau. Et ce que j'avais ressenti du haut de mes 8 ans, c'est que personne n'en avait rien à foutre. Mobilisés qu'ils étaient tous, à stresser sur le cas de ma grande sœur, qui, c'est vrai, planait un peu à 20 000 à l'époque. Elle passait sa vie à observer des fourmis qu'elle élevait en bocal, alors que tout allait bien. La preuve, aujourd'hui, elle a un super boulot et elle gagne 5 fois mieux sa vie que moi. Voilà. Quelque part, je trouve ça pas glorieux. À bientôt 50 balais, d'être encore à vif sur de vieux souvenirs emblématiques de mon roman familial, les malentendus sur nos places à chacune. Mais toute la démarche de Stéphanie Axe, c'est justement que ça peut m'aider aujourd'hui, en tant que parent, de reconnaître que mon personnage d'adulte rationnel n'est qu'une marionnette et que c'est encore souvent la petite fille en moi qui tire les ficelles. Parfois, les parents, dans un souci aussi d'égalité entre les enfants,
il crée des injustices sans le savoir. Et là, de nouveau, on peut avoir des répercussions de génération en génération en génération. Je pense par exemple à des parents, une maman qui avait sans cesse l'impression que son frère avait été favorisé pour tout. Par exemple, il avait plus vite des objets ou des jouets qu'il souhaitait. Je ne sais pas, s'il faisait une tâche ménagère, il était remercié, alors qu'elle non, que quand elle faisait des choses, c'était tout à fait normal. Enfin voilà, donc elle a vécu beaucoup de différences qu'elle estimait chaque fois à la faveur de son frère. Eh bien, elle a voulu le corriger, par exemple, en voulant la plus stricte égalité entre ses enfants. C'est-à-dire, j'offre un bonbon à mon enfant, j'offre exactement le même à l'autre, j'offre un jouet à l'un le même jour, l'autre en a un. Parfois même, certains parents, voulant gommer toute injustice, vont jusqu'à fêter l'anniversaire d'un enfant et à offrir des cadeaux aux autres enfants ou à l'autre enfant le même jour. C'est correctif de faire ça. Et les enfants vont vivre une autre injustice, celle de ne pas avoir eu sa place à soi. Ce sont des enfants qui, eux-mêmes, quand ils deviennent parents, disent « Moi, chez moi, on était un peu tous les mêmes. » Et ça, c'était un peu aussi une injustice. C'est-à-dire que ce jour-là, le jour de mon anniversaire, je voulais être la reine, je voulais être le roi. Et mes frères et sœurs avaient un cadeau. Et donc, je ne veux pas reproduire ça avec mes enfants. Donc, les parents, en pensant bien faire, ils n'ont pas toujours l'idée qu'ils vont, eux aussi, commettre une injustice. La honte. Je fais ça moi aussi, le truc du cadeau de consolation aux anniversaires. Mais grâce à Stéphanie Axe, du coup, j'ai pu me demander si ça venait pas du fait que mes 2 filles ont exactement le même écart d'âge que ma grande sœur et moi. Même pas 2 ans. Rings a bell. Là où peut-être le parent doit pouvoir garder une vigilance, c'est si les enfants sont happés dans une rivalité constante, comme on peut le rencontrer quand les enfants sont très proches en âge et de même sexe. Bon, c'est clair qu'une fratrie de 2 garçons qui ont un petit écart d'âge, leurs territoires sont beaucoup plus communs. Tout fait compétition. Il y en a un qui fait un dessin, l'autre fait un dessin juste à côté, et c'est à qui va faire le plus beau dessin, avec l'un et l'autre qui va mettre à un moment donné fin à quelque chose d'insupportable et déchirer le dessin. Tout fait jalousie. On sert 2 assiettes à table, ils vont compter les petits pois pour savoir qui en a le plus. On offre un jouet et à l'autre dit « Tu as mis 20 cents de plus pour ma sœur. » Et donc, il faut que les enfants puissent le vivre. Mais si ça devient un enjeu permanent, là, ils risquent de s'abîmer dans cette compétition. Donc, c'est à ce moment-là que l'adulte doit pouvoir offrir un peu d'espace. Ne pas les obliger à régler ça tout le temps à 2. Parce que je pense que pour certains parents, il y a aussi un idéal, souvent aussi en faisant des enfants proches en âge, pour qu'ils soient des partenaires de jeu. Oui, mais il faut aussi savoir que quand on fait des enfants proches en âge, il y a plus de jeux et il y a plus de sources de compétition. Et donc, il faut leur permettre de se séparer à certains moments, alors soit dans des activités différentes, c'est-à-dire un territoire que l'enfant va pouvoir investir, où il pourra se reposer un peu, déposer un peu les armes de la compétition, savoir que ça c'est à lui et c'est pour lui. Et aussi profiter parfois des amis ou de la famille élargie pour que des enfants aient aussi des moments rien qu'à eux. On se connaissait pas, quoi. On n'avait rien en commun et on se connaissait pas du tout. Il y avait peu de moments où on se retrouvait en fait vraiment à partager des choses de sœurs, quoi. 4 ans d'écart, ça fait vite beaucoup quand y en a une qui a 10 ans, l'autre a 14 ans et nos vies elles étaient différentes. Elle dessinait beaucoup, moi j'étais tout le temps dehors en train de jouer au foot. On n'avait pas trop de centre d'intérêt commun et c'est vrai qu'on partageait très peu de choses. Tu t'intéressais pas à mon existence. Si. Non mais toi tu t'intéressais pas non plus spécialement à moi en vrai. Ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, dans l'histoire que m'ont racontée ensemble ces 2 sœurs, c'est que, grâce à leur écart d'âge, et à leur différence aussi, elles ont grandi une bonne partie de leur enfance sans se marcher dessus, en se fichant une paix royale, mais qui confinait à l'indifférence.
paradoxalement, ça n'a pas empêché plus tard une forme de complicité qui s'est scellée à un moment précis lors d'un voyage en Espagne où la plus petite, Alizée, était allée avec ses parents rendre visite à la grande sœur qui passait là-bas une année en Erasmus à Cadix. Moi, je dormais chez Capucine et le fait que je vienne dormir chez toi et que je sois pas avec papa et maman, c'était aussi une preuve pour moi de confiance et de bah oui, en fait, on est d'égal à égal, quoi. Et puis un jour, on se couche et je me dis, bon, bah, je me lance, je vais raconter à Capucine une des choses qui me tient le plus à cœur. Je me souviens pas exactement de comment je l'ai dit, je sais pas si peut-être Capu, toi tu t'en souviens, mais je lui ai parlé de la fille avec qui j'étais à l'époque, en fait, qui était celle pour qui, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais les filles. Et je lui ai dit, et tu sais, Isia, c'est pas une amie, je pense que je l'aime. C'est-à-dire que j'aime les filles. C'est sorti, quoi, tout seul. C'était la première personne à qui je le disais. Je me rappelle, j'avais le palpitant, quoi. J'étais un peu angoissée à l'idée de me dire que je peux plus garder ça pour moi, quoi. Je me souviens que c'est sorti de nulle part, quoi. Enfin, que tu m'as dit ça comme ça. Et en fait, mes parents, quand ils m'appelaient au téléphone et quand moi j'étais en Erasmus, j'avais une vie à 2000 à l'heure et du coup ils m'appelaient, on sait pas quoi faire avec Alizée, elle est désagréable. Enfin j'étais là, mais pourquoi elle me saoule à me dire ça en fait? C'est eux les parents, quoi. Ils se démerdent avec leur l'éducation, enfin c'est pas mon enfant, quoi. Et du coup, comme on s'écrivait très peu, quand elle m'a dit ça, ça m'a vraiment fait de la peine aussi quelque part de me dire que mes parents... ils font exprès de pas comprendre, dans le sens où tu devais te sentir tellement pas comprise ou pas entendue que du coup, le fait que tu me le dises déjà, de ressentir ton soulagement. Puis après, je me suis sentie contente pour toi. Je crois que je me suis sentie chanceuse que tu me le dises. Genre, je me suis dit, ah, elle me le dit à moi. L'étape suivante, c'est que je voulais en parler à tout le monde sauf à mes parents, quoi. Je les voyais pas, eux, comme soutien, quoi. Ma mère allait me dire, je le savais. Depuis toute petite, je le savais. Tu voulais mettre des caleçons sous tes jeans. Tu faisais... je faisais pipi debout. Mais bien sûr, toutes les lesbiennes ont fait ça quand elles étaient petites. Et ça, pour entendre ça, ça m'aurait... À cette période, ça aurait été leur donner trop de moi, alors que j'en avais pas envie, quoi. J'étais à une soirée avec des amis et je reçois un message de Capucine qui me dit « J'ai fait une gaffe auprès de papa et maman. Demain matin, il va falloir que tu leur annonces que t'es en couple avec une meuf. » J'étais en panique, je me dis « Aïe, 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 qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va se passer ?» Balancer dans la gueule du loup. T'as quand même fait ça, tu vois. Je sais pas pourquoi, c'est comme si j'avais fait un blackout du moment. Il me semble que c'était d'avoir dit... oui, mais avec sa meuf, un truc comme ça, mais sans l'avoir fait exprès, quoi. Et que après, par contre, j'avais dû me justifier. Enfin, il m'avait posé la question et là, j'avais dû le dire. C'était marrant, cette interview croisée, parce qu'assez vite, les deux sœurs m'ont complètement zappée. Elles se sont mises à se poser elles-mêmes les questions, toutes seules, comme des grandes, à s'écouter, à s'expliquer. Je me suis dit qu'elles avaient la classe, elles. Y arriver sans thérapeute. Je me souviens, j'ouvre la baie vitrée et il y avait maman qui était en train d'éplucher des courgettes, je crois, sur la table et papa qui était à l'évier. Et je rentre et je leur dis, bon voilà, je suis en couple avec une fille, vous la connaissez pas, vous la verrez jamais. Et je suis partie dans ma chambre. J'avais l'impression d'être mise à nu et que j'avais pas du tout envie. On n'en a jamais reparlé de ce coming out. C'est plutôt maintenant, avec du recul, quand j'y pense et quand j'en parle aussi avec des amis de nos coming out respectifs. Moi, quand on m'a posé la question, je me suis dit, mais c'est vrai que ça s'est passé comme ça, en fait. Et mes potes, elles étaient là, mais quoi? Mais sérieux? Mais non, c'est pas possible et tout. Et tu lui en veux pas? Et moi, j'étais là. Mais... Bah non. Écoute, elle a fait une partie du taf. Ça aurait été trop violent de leur dire de moi-même. Je me rends compte maintenant à quel point, sur le moment, j'ai pas du tout vu le mal d'avoir fait ça, quoi. Enfin, je mesurais pas les conséquences de tout ce que ça pouvait avoir derrière, quoi. Et je me rends compte maintenant que c'était quand même quelque chose de relativement violent, quoi. Même si tu m'en as pas voulu, c'est quand même pas rien de faire ça. Je pense aussi que j'y ai repensé, mais ça, je te l'ai pas dit.
Cet été, j'ai eu une expérience pour la première fois avec une fille. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais si je me mets en couple avec une fille, je pourrais jamais le dire à mes parents. Ça m'a fait un flash, je me suis dit, je ne pourrais jamais leur dire. Et en fait, je me suis rendu compte que toi, t'as dû leur dire. Et c'est après que ça m'a fait réfléchir, où je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est l'enfer, quoi, ce que j'ai fait quand même, c'est pas... Enfin, j'aurais pas aimé qu'on me le fasse, quoi. Dans ses consultations spécialisées, Stéphanie Axe propose à des patients adultes de venir avec leur frère ou leur sœur en séance. Mais elle utilise un vrai cadre thérapeutique rigoureux, pas comme moi dans mes interviews. Elle s'appuie notamment sur les travaux d'un psychiatre américain d'origine hongroise, Ivan Bojormeni-Nagy. Je suis désolée pour cette prononciation. Et ce psychiatre, qui est mort en 2007, figurez-vous qu'il était fils, petit-fils et même frère de magistrat. Et donc, particulièrement sensible à la question de la justice au sein de la famille. Son approche est hyper intéressante. J'ai compris plein de choses sur mes sœurs, sur mes filles, grâce à des notions comme l'ardoise pivotante, la légitimité destructrice ou le syndrome de l'enfant parfait. Ce sera pour un autre épisode. D'ici là, vous faites comme vous le sentez, mais pourquoi pas un petit coup de fil à votre frère ou à votre sœur pour préparer le terrain. Pourtant, je suis ton frère, après tout. Je viens de dire le mot. Tu es mon frère après tout, et non pas avant tout. Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, SoundCloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Arte. Commentez, partagez. Radio. Abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète. À suivre.